Coucou les potes, c'est Capet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de fondamentaux aujourd'hui. On va parler surtout principalement d'Ethereum, mais aussi de BTC. Il se passe pas mal de choses du côté d'Ethereum et là, ça vient de sortir, c'est tout frais. On a Uniswap qui est en train de mettre en place le futur fee switch. Alors, justement, à ce sujet-là, je me suis amusé à faire des recherches un petit peu partout sur Internet pour avoir des infos croustillantes à vous montrer. Et je suis tombé sur ce tweet il y a 8 heures. Alors, je vais vous la faire très court, hein. Je sais même pas d'où ça sort, je sais même pas d'où il sort ces informations, mais il nous explique que la DAO de Uniswap va changer de structure pour partir dans une structure qui s'appelle Duna DAO. Et donc, ce serait la première étape de mise en place pour ensuite faire une proposition de fee switch. Et là, vous pouvez voir que ça vient de sortir. Ils nous font cette fameuse proposition. Donc, on ne nous parle pas de Duna ici, on nous parle de Duni, une entité légale, Wyoming Duna, voilà. Et donc c'est la première étape en le free switch. Alors ce qui est intéressant dans son tweet, c'est que en gros il nous explique qu'il y a pas mal de temps, AI16Z était très insistant sur la mise en place du free switch. Au final ça s'est pas fait. En gros il aurait timé la proposition pour maintenant en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Où est-ce qu'il écrit now? Il mentionne dans le post de mai que la target est la moitié de l'été, c'est-à-dire maintenant. Et comme par hasard, 8 heures après son post, ça tombe, tu vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'avait pas eu de news fondamentale spécifique, et pourtant, le token Uni, il a vachement bien performé récemment. Et là, bah, avec la news qui vient de tomber, vous allez voir que Uniswap, voilà, nous fait une performance assez rigolote. Si on se met sur un mois, voilà, c'est bien repris, hein. C'est bien repris. On est quand même à 11 milliards de capitalisation. Donc du coup, le fee switch, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Et du coup, comme ça va arriver, potentiellement, le marché va pricer l'information. Donc potentiellement, le token pourrait prendre en valeur. Voilà, donc ensuite, il nous donne un petit peu plus de détails. Ça, je ne l'ai pas lu, je vais le lire avec vous. Duni est un Duna pour la gouvernance Uniswap qui soutient l'engagement du protocole en matière de décentralisation, d'absence de permission et de neutralité. Cela permettra un statut juridique clair, anonymat des membres, accès bancaire, rôle d'administrateur limité dirigé par la gouvernance on-chain. Voilà. Et donc, comme ils sont vraiment dans une logique de décentralisation, ils vont dans le sens du régulateur qui est la SEC, pour ne pas être considéré comme un security, et donc ils vont pouvoir enclencher la deuxième, qui est le fee switch. Alors, est-ce qu'ils parlent du fee switch, par contre, dans leurs articles? Laissez-moi voir ça. Non, ils ne nous parlent pas expressément de fee switch. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que, par contre, dans la presse, si tu prends tout ce qui a été relayé par la presse depuis tout à l'heure, eh ben, on peut voir que ça parle bien en vue d'activer le fee switch. Donc, on dirait que dans la communication Uniswap officielle, ils essaient de rester un peu en zone grise pour pas se faire tomber dessus par le régulateur. Par contre, ils ont fait passer le mot à la presse parce que, comme par hasard, en même temps que l'article qui tombe sur la proposition de gouvernance, toute la presse était prête pour relayer l'info, hein, The Block, etc. Tout le monde a envoyé l'article, donc c'est bien qu'ils se sont passés le mot en amont. Ensuite, dans le narratif DAT, on va appeler ça le narratif DAT, Digital Asset Treasury, je suis tombé sur un tableau de bord qui est hyper intéressant. J'étais pas tombé dessus avant, donc c'est un tableau de bord de Blockworks. Et en gros, ce tableau, il résume un petit peu tout l'état du marché concernant les projets qui ont une trésorerie en jetons. Donc tu peux voir qu'on a des gros volumes de trading qui sont principalement sur Ethereum et BTC en ce moment. Et ensuite, tu peux trader par token. Par exemple, tu peux voir dans Bitcoin que dans le cas de Bitcoin, c'est MicroStrategy qui a la quasi-intégralité, voilà, avec ensuite CEP, CEPO, CMR, CNQS. Donc c'est intéressant parce que tu peux voir l'évolution en fait de la capitalisation en milliards de dollars au fur et à mesure du temps. Voilà. Ensuite, c'est pareil pour Ethereum. Tu peux voir que Bitmain est en train de tout rafler avec... D'ailleurs, ils sont pas à jour, hein, visiblement. Parce que là, on nous parle que de 800 000 Ether, alors que Bitmain, depuis tout à l'heure, ça a bien évolué. Je vous montre ça tout de suite. Bitmain ont fait une annonce de fou malade, d'où mon titre un petit peu aguicheur. Je vous parle d'Ethereum jusqu'à 10 000 dollars en fin de cycle. En fait, Bitmain est en train d'accumuler des Ethers, un truc de fou. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, Bitmain, historiquement, et je te réponds juste après, Steven, Lolo, pardon. Bitmain, à la base, c'est une entreprise qui mine des bitcoins. Et elle continue son activité de minage de bitcoin, mais en ce moment, dans son axe de communication, elle est très insistante sur le fait qu'elle va accumuler des Ethers. Donc, quand tu vas sur le Twitter de Bitmain, tu peux voir que l'entreprise veut 5% du supply d'Ether. Voilà, the alchemy of 5% of ETH. Donc ils lèvent, dans le but d'accumuler de l'ETH, et ils ont déjà 1% du supply, hein, ce qui est déjà énorme en fait. Hein, parce qu'avec 1% du supply, ils ont 1,2 million d'Ether, et au cours actuel, ça nous fait déjà 5 milliards de dollars en Ether, rien que pour cette entreprise. Voilà.
Alors, on est encore très loin de MicroStrategy, mais il faut savoir qu'ils ont fait x7 en 30 jours. Hein. On est passé de centaines de millions à 5 milliards très rapidement. Donc, pourquoi dans le titre Addisher, je vous ai mis justement un Ether qui pourrait aller jusqu'à 10 000 $. Alors, je suis tombé sur ce tweet que j'ai trouvé très intéressant. En fait, son tweet explique que si tu prends l'ATH de 2021 et que tu y ajoutes en fait l'inflation, c'est-à-dire la perte de pouvoir d'achat, donc la dévalorisation de la monnaie, eh bien, au lieu d'avoir un ATH sur BTC, par exemple, qui était à, je crois, 69 000 $, et ben, tu passes à 79 000. Au lieu d'avoir un ETH Ether autour de 4 800 $, bah, tu es à 5 600. Et pour ce qui est de Solana, tu es à 307 $. Et ensuite, quand tu prends ces prix en considérant eh bien, justement l'inflation, et que tu les calques au prix actuel du Bitcoin, qui est aux alentours de 116 000 $, bah, tu sais que par rapport au cycle précédent, Bitcoin a fait x 1,46. Donc si tu prends le prix d'Ether ajusté à l'inflation, c'est-à-dire 5 682 $, et que tu rajoutes 46% dessus, tu tombes sur 9 819 $. Alors bien entendu, c'est un calcul alambiqué, je vais vous le réexpliquer. Encore une fois, il y a de l'inflation. Vous le savez, les prix ont monté, la masse monétaire a augmenté. Généralement, c'est l'augmentation de la masse monétaire qui crée cette inflation, puisque comme la monnaie est dévaluée et qu'on ne crée pas autant de produits et de services qu'on a tendance à créer une monnaie, eh bien ça a tendance à faire que tous les prix augmentent. Et vous avez noté que la bouffe, ça augmente, l'électricité augmente, le pétrole, ça augmente. Vos crypto-monnaies, pour la plupart, augmentent, pour les plus capitalisées. C'est pour ça que quand tu vas sur CoinGecko et que tu regardes le market cap, bah, tu peux voir que la capitalisation totale, elle est en ATH. Bon, ça passe devant, tu as le chat devant, donc je vais peut-être enlever l'overlay du chat comme ceci pour garder juste le chat. Tu vois qu'on est en ATH. Et c'est pas une question d'acheter le top, c'est juste parler d'ATH au niveau du prix en fait. Donc déjà, moi ce que je trouve intéressant, c'est sans partir dans le calcul alambiqué de plus 46%, déjà si tu adaptes Ether à l'inflation, ça te donne un prix de 5 682 $. Donc ça peut déjà nous donner, si on fait un ATH et si ça a envie de pousser plus haut, ça peut nous donner un signal de top local court terme. Alors c'est toujours compliqué parce que on est sur le marché des crypto-monnaies. Quand l'Ether était en dessous de 2000 $, on faisait pas les malins. Ça nous empêche pas de croire en Ether, hein, bien entendu, mais on faisait pas les malins. Hein. Moi le premier, hein. J'ai pas paniqué, j'ai pas vendu, mais je vous rassure, je faisais pas le malin. Hein, pour se le dire. J'étais sûr que ça allait reprendre tôt ou tard, mais comme d'hab, quand est-ce que ça va reprendre, avec quelle agressivité ça va reprendre, c'était difficile. Et en fait, sur ce cycle, ce qui a fait que Ether a énormément repris, finalement, c'est pas ses fondamentaux techniques, c'est pas spécifiquement le fait qu'il s'est passé plein de trucs on-chain comparé à d'habitude, c'est simplement la monnaie institutionnelle qui s'est rajoutée. C'est ce qu'on peut voir ici. Alors, au risque de me répéter, on peut voir qu'au niveau des ETF sur Ether, depuis la sortie des ETF, c'est resté très plat pendant très longtemps. Il s'est rien passé en fait. Hein. Pendant un an complet, il s'est rien passé. Et puis, pas un an complet, qu'est-ce que je raconte? Pendant des mois, il s'est rien passé. Et puis, d'un coup, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré à partir de mai-juin. Et dans la même foulée, on a commencé à voir cette fameuse réserve stratégique. Parce que ce site Strategic Reserve ETH, il est sorti en milieu d'année. Personne ne lui a donné l'heure. Personne n'a calculé. Et au fur et à mesure que les DAO, les entreprises, etc. se sont rajoutés à la liste, bah, ça a commencé à devenir un indicateur intéressant. Et seulement depuis juin-juillet, avec justement la course entre Bitmain et Sharplink, hein, qui sont largement devant tout le monde, bah, là, on peut voir une accumulation institutionnelle qui est claire. Alors, Sharplink, encore une fois, c'est une entreprise qui, à la base, je crois, un casino. Ils font ce qu'on appelle du e-gaming, qui lève des fonds pour accumuler de l'Ether. Ils ont en co-PDG Joseph Lubin, qui est co-créateur d'Ethereum, et également l'ancien chef de la filiale crypto de BlackRock. Voilà, donc les deux Joseph sont co-PDG de la boîte. Et du côté de Bitmain, bah, comme je vous disais plus tôt, c'est une entreprise spécialisée dans le mining de Bitcoin initialement, qui fait une grosse rotation stratégique sur l'accumulation d'Ether. Et donc, comme Bitmain est actuellement à 1% du supply et qu'ils en visent 5, bah, ça veut dire que potentiellement, rien que de la part de Bitmain, on passerait de 5 milliards à 25 milliards d'Ether, 25 milliards de dollars d'Ether, en partant du principe que d'ailleurs l'Ether ne voit pas son prix augmenter. Potentiellement son prix pourrait augmenter ou son prix pourrait baisser. Alors ça ne veut pas dire, qu'on soit clair, hein, ça ne veut pas dire que vas-y on est sauvé, to the moon c'est sûr ça va monter, il n'y aura pas de dip, etc. Ça peut baisser. Hein. Tu prends l'exemple de MicroStrategy qui est actuellement la plus grosse baleine en Bitcoin. MicroStrategy, ils ont commencé à accumuler des BTC à partir de, je crois, 10 000 $, un truc comme ça. Tiens, on va demander à ChatGPT. Il y a des graphiques normalement sur Internet, mais je les ai pas sous la main. Donc voilà, donc ils ont commencé à accumuler, vous voyez, à 11 653 $.
MicroStrategy. Et ils ont continué l'accumulation comme des dingues à 20 000, à 25 000, à 30 000, à 40 000, à 50 000. Ensuite, on a eu l'ATH Bitcoin, souvenez-vous, en 2021, qui s'est fait d'abord à 63 000 par là, puis ensuite à 69 000. Et MicroStrategy, ils s'en sont battus les couilles parce que eux, ils ont vu beaucoup plus long terme. Souvenez-vous, on est monté à 63 000, c'est ça, puis à 67 000 affichés ici, mais je crois que c'était 69 000. Donc MicroStrategy continue d'accumuler. Prix d'achat aujourd'hui pour MicroStrategy apparemment est de 80 000 dollars. Ils sont en plus-value de 30 milliards de dollars. Pas si vous imaginez, 30 milliards de dollars de plus-value latente dans le cas de MicroStrategy. Donc c'est dingue. Mais ça veut pas dire que Bitcoin ne peut pas redescendre en dessous de 80 000 dollars. C'est ça que je vais vous expliquer. Parce que quand MicroStrategy a acheté là, etc., derrière, je pense que quand on est passé en dessous des 20 000 dollars, parce que là, on est descendu jusqu'à 16 000 dollars, ils faisaient pas les malins, à mon avis. Mais grosse couille, ils ont vraiment tenu et aujourd'hui le pari a payé. Donc moi je m'attends un petit peu à la même chose sur Ether à court terme. On va avoir principalement ces trois, donc Bitmain, Sharplink et Ether Machine, qui est en fait une boîte qui est gérée je crois par Pantera Capital, qui est un des premiers VC sérieux de l'écosystème crypto. Donc à eux seuls ils vont faire la majeure partie du volume. On va avoir quelques boîtes qui vont se rajouter à la course, mais clairement le game va être entre ces deux-là. Et après, la question qui va se poser, c'est une fois qu'ils vont arrêter d'accumuler comme des dingues, s'ils arrêtent d'accumuler comme des dingues, qu'est-ce que ça va donner, tu vois? Parce que pour le moment, c'est pas spécialement le retail qui achète. Alors, peut-être que les news fondamentales vont faire que le retail va vouloir acheter, je sais pas, j'en doute. Parce que actuellement, le truc, c'est que dans la tête des gens, j'ai l'impression, hein, vous me dites le chat ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais autant les gens ont de plus en plus mis dans leur tête que c'est ok d'accumuler des bitcoins, même bien au-dessus de 100 000 dollars, en mode ok, maintenant bitcoin c'est comme l'or, j'accumule parce que peut-être que bitcoin ira à 200 000, 300 000, 500 000, etc. C'est acté dans la tête des gens. Il y a de moins en moins ce biais de bitcoin est beaucoup trop cher, il faut que j'achète un altcoin pour me refaire. Tandis que pour Ethereum, je pense que les gens sont beaucoup plus frileux en fait. Je pense que ils sont pas nombreux les retail qui veulent acheter de l'Ether à 4300 dollars. Je pense qu'au vu qu'ETH était inflationniste contrairement à BTC, ça va être plus ou moins refroidir. Bah, si tu regardes, c'est une bonne remarque, mais si tu regardes l'inflation justement sur Ether, elle est ridicule par rapport à BTC. Hein. Alors sur 7 jours, on a la même. Sur 7 jours, ça se vaut. Par contre, je pense que si tu lisses sur une plus longue durée, voilà, tu peux voir que l'inflation sur Ether, elle est vraiment minuscule par rapport à Bitcoin, tu vois. Par contre, oui, il y a beaucoup plus d'Ether en circulation que de Bitcoin, donc ça sert à rien de vous dire Ether aura le prix du Bitcoin à court moyen terme. Voilà, bon, bah, fruit de la patience, dit dans le chat. Hein. C'est pas pareil, c'est beaucoup moins rare. Et puis Ethereum est un produit qui est beaucoup plus compliqué à expliquer et à comprendre du coup. Mais pourquoi l'histoire de l'historique c'est important? C'est parce que même si on est très nombreux à FUD XRP, bah XRP ils sont là depuis hyper longtemps. Et que de fait que XRP a été capable de faire ATH sur ATH, et encore même pas, hein, il n'y a même pas eu d'ATH en fait en 2021. Il n'y a eu qu'un ATH très récemment. Bah XRP arrive à garder une capitalisation qui est complètement délirante. Alors qu'ils n'ont pas d'ETF, alors qu'ils n'ont pas de réserve stratégique spécifique, mais ils ont quand même, v'là la fanbase, v'là les volumes de trading, je vous jure, hein, les volumes sur XRP, ça fait pas rire. Hein. Alors c'est loin derrière Bitcoin et Ether, hein, mais si tu tries par volume, XRP, tu vois, ils en ont moins que Solana, mais pas énormément moins que Solana. Hein. Ce qui fait la force de TH, c'est les stablecoins. Ça, il y a quoi? Bah, il y a la DeFi, la capacité à programmer des choses, son caractère programmable. Alors Bitcoin permet un petit peu de programmer, mais tu vois, Bitcoin, c'est une réserve de valeur, c'est une monnaie, mais c'est pas un environnement qui est fait pour faire de la programmation complexe. Rien que par le fait que Bitcoin c'est hyper lent, tu vois, un bloc c'est 10 minutes, hein, alors qu'Ether c'est 12 secondes, rien que ça en fait. Donc il y a plein de choses que tu peux faire sur Ether que tu peux pas faire sur Bitcoin. Surtout que Bitcoin ne changera probablement jamais sa vitesse d'exécution, ça restera dans une logique d'ossification. Alors que à l'inverse, Ether, tu vois, là c'est des blocs de 12 secondes, on va descendre à 6 secondes mi-2026, avec pour objectif 4 secondes, je pense en 2027, avec les mises à jour Glamsterdam et ce qui arrivera après. Mais la raison de la hausse d'Ether, là clairement, si, elle est très simple la raison de la hausse d'Ether. C'est juste ça. C'est même pas des fondamentaux techniques. C'est que là, sur du court terme, ça accumule comme des porcs. Ça accumule des grosses quantités d'Ether et qu'on a quasiment 8% de tout le supply d'Ether qui est en train d'être avalé par les institutionnels. Et que les gens rationalisent par rapport à Bitcoin. Parce que, regarde, le truc, c'est que, regarde, tu as des inflows sur Bitcoin. Là, on est sur Bitcoin. Tu as des inflows journaliers de centaines de millions de dollars. J'enlève ma tête. On a des centaines de millions de dollars sur Ether. Tu as aussi des centaines de millions de dollars d'inflow. Tu as la même force acheteuse institutionnelle
Alors que la capitalisation d'Ether, actuellement, on est à un demi-trillion, elle est 4 fois et demi plus petite en fait. Donc du coup, la force acheteuse, elle est folle. Elle est folle. Donc oui, c'est pas les fondamentaux techniques qui, sur du très court terme, ont permis de faire la poussée. Mais, les fondamentaux techniques sont là. C'est-à-dire que j'ai été le premier à dire, franchement, Ether, ça me saoule par rapport à Solana. On a l'impression que les mecs, ils veulent pas innover en termes de performance et tout. Et tout a été corrigé. La fondation a été corrigée. La façon dont est gérée la fondation, du coup, a été corrigée. Le L1 scale. C'est la première fois depuis très longtemps que ça scale. Je vous montre ça. Hein. Etherscan. Regardez, on a beaucoup scale Ether jusqu'en 2022. Et en fait, en 2022 jusqu'à 2025, le L1, il n'a pas scale. Il n'a pas évolué. Et c'est seulement en 2025, depuis avril, depuis début d'année 2025, ça rescale. Donc déjà, ça scale au niveau du L1. Ça scale au niveau du L2. Et tout à l'heure, alors on va pas se regarder l'émission ensemble, mais tu as Bankless qui a sorti une vidéo avec en interview Vitalik. Et si je peux vous faire gagner du temps dans cette interview, ça commence à devenir vraiment intéressant à partir de changements dans la fondation, l'alignement économique, scaling du L1. Puisqu'en fait, tout ce qui se passe avant, ça a été le mea culpa de pourquoi Ethereum en est ici, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de moins bien. En gros, pour résumer les propos de Vitalik, il explique que, en fait, il faudrait pas que les L2 volent la vedette à Ethereum. Aussi bien dans le fait qu'il faudrait pas que les L2 host des actifs sans passer par le L1. Il aimerait que les actifs importants, genre les crédits, la DeFi, les stablecoins, etc., ça reste sur le L1 et ensuite c'est déporté sur les L2 et que les utilisateurs puissent à tout moment withdraw sur le L1. Et il parle aussi de potentiellement imposer au layer 2 des frais plus élevés pour que justement, tu es comme un peu comme un péage, les L2 soient obligés de payer le L1 et que la valeur ruisselle un peu plus au niveau du L1. Donc c'est à l'étude. Et on verra plus tard ce que ça va donner. Je suis un peu dans ta team aussi. Depuis le passage en Proof of Stake et l'arrêt du Proof of Work, ça on voit bien que ça a mis un coup de frein. Par contre, avec ce qui va se passer en 2026, avec le Real-Time Proving, on va complètement changer de paradigme. Et justement, j'aimerais qu'on passe du temps sur ce sujet-là très rapidement. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parti. C'est parti, on a parlé d'Uniswap et du fee switch. On a parlé du narratif des Digital Asset Treasury. Alors juste pour le narratif, pour terminer, narratif Digital Asset Treasury, tu peux voir que les trésoreries d'entreprises sur Bitcoin, on parle de 114 milliards de dollars. Pour Ether, on parle de, pour le moment, 9 milliards de dollars. Donc si on a une capitalisation actuelle d'Ether qui est 5 fois plus petite que BTC, là on peut noter qu'on n'a même pas 10% de BTC en termes d'accumulation institutionnelle. Donc il y a potentiellement beaucoup d'upside encore sur Ether. Et j'en pense tout autant sur Solana. Hein. Je pense que Solana, pas à court terme, mais je pense que Solana aussi aura son moment réserve stratégique poussé par des VC notamment. Je pense à Multicoin Capital, etc. XRP, j'en doute un peu plus. Et Hyperliquid, ça pourrait arriver aussi. Mais pour le moment, vous voyez que pour ce qui est d'Hyperliquid, c'est vraiment hyper léger. En fait, il n'y a que Bitcoin quasiment. Donc continuons. Prochaine mise à jour importante sur Ethereum, c'est Ethereum Fusaka. Donc Thomas, c'est le fondateur de Nethermind, qui est une boîte qui fait des clients d'exécution et de consensus, je crois, sur Ethereum, et aussi sur Starknet, qui bosse aussi avec DYDX. Bref, c'est une boîte qui est très impliquée dans l'écosystème crypto. Et donc, c'est aujourd'hui le co-executive directeur de la fondation Ethereum. Et il nous explique que, en fait, Ethereum, son problème aussi, jusqu'à présent, c'était de vouloir tout faire en même temps. Hein, nous annoncer des grosses roadmaps, vous savez, avec The Surge, The Verge, patati patata. Là, on sait qu'on a la prochaine mise à jour, c'est Fusaka. Et les gens se sont tellement habitués sur Ethereum à entendre la prochaine mise à jour, c'est ça. Ça va arriver à telle date, et vous avez vu à chaque fois c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté, et ça saoule les gens. Bah là, il a expliqué, ok, et ben moi ce que je veux, c'est que mes développeurs soient concentrés quasi exclusivement sur Fusaka pour que ça arrive dans les temps. Et j'aime beaucoup ce message, encore une fois. C'est pour ça que les gens qui suivent à moitié les lives, etc., disent ouais, je suis bipolaire, je retourne ma veste. C'est pas que je retourne ma veste, c'est qu'avant c'était vraiment à l'arrache Ethereum. C'est-à-dire que la vision elle est pure, neutralité, décentralisation, etc. Mais dans l'exécution, dans la communication, c'était cacaboudin. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus clair. Donc Fusaka, le testnet, devrait arriver mi-septembre, fin septembre. Initialement, ça devait arriver début septembre, mais ça fait un petit peu short. Donc ça va arriver, je pense, fin septembre. Avec pour objectif pour Fusaka d'avoir un mainnet pour novembre 2025. Donc qu'est-ce que ça ferait, Ethereum Fusaka? Bah, déjà, ça pousserait rapidement, je pense,
plus de scaling au niveau du L1, beaucoup plus de scaling au niveau des L2, et ça permettrait à Ethereum d'avoir une bande passante déjà semblable à ce que propose Solana actuellement. Je dis actuellement parce que Solana va booster sa bande passante dans pas longtemps, je vais vous en parler dans cette émission également. Voilà. Et ensuite, la prochaine grosse mise à jour, ce sera Glamsterdam, et je pense que Glamsterdam, ce sera pour l'été 2026. Et ce sera probablement la plus grosse mise à jour d'Ethereum jamais créée. Alors je sais, on dit ça à chaque fois, c'est la plus grosse mise à jour, The Merge, ça doit être la plus grosse mise à jour, et au final, le Proof of Stake, ça n'a pas fait monter le prix. Alors pourquoi Glamsterdam, c'est une méga mise à jour? Parce que tu vas avoir l'intégration normalement du real-time proving progressivement, ce qui fait que si tu veux aujourd'hui, quand tu prends Ethereum dans sa conception, tout à l'heure, je vous disais, voilà, le scaling d'Ethereum, il montait, mais il montait légèrement. Parce que, en fait, le scaling d'Ethereum, on pourrait faire un Ethereum qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide comme Solana. Le problème en faisant ça, c'est qu'on met sur le carreau déjà les solo stakers, c'est-à-dire les gens qui font du staking sans être des professionnels, donc sur des petits ordinateurs. On met aussi sur le carreau, du coup, les validateurs. On entrave la décentralisation du réseau. Et en plus de ça, eh ben, si la bande passante d'Ethereum est augmentée drastiquement, le risque aussi, c'est que l'espace sur la blockchain augmenterait drastiquement. Donc, ça nécessiterait des systèmes de stockage qui sont beaucoup plus chers et beaucoup plus lourds. Donc, des SSD 4 Tera, 8 Tera, etc. Et ça coûterait la peau du cul, en fait. Pour le moment, on est resté sur un scaling, c'est-à-dire une amélioration des performances qui est assez soft. Là, ça va changer avec l'Amsterdam et tout ce qui va se passer ensuite avec le real-time proving. Parce qu'au lieu d'être dans un système Ethereum où à chaque fois qu'un nouveau bloc est créé avec les transactions à l'intérieur, tous les validateurs doivent réexécuter les transactions pour vérifier leur contenu et confirmer que tout est bon. Et bien là, on va passer sur un modèle où on va avoir des super ordinateurs qui vont créer des preuves ZK et des tout petits appareils qui vont vérifier ces preuves ZK. Et ça va débloquer complètement les performances. À très court terme, ça va être vraiment un truc de fou. Parce que déjà, à très court terme, on va pouvoir avoir des blocs qui sont beaucoup plus courts. Là, on a des blocs de 12 secondes, on va passer à 6 et après potentiellement à 4. Mais en fait, si vérifier une preuve ZK, ça prend 100 millisecondes, on pourrait avoir un block time sur Ethereum de quelques centaines de millisecondes. Donc les temps de latence qu'on a sur du Solana, du Sui, du Aptos, du Hyperliquid, on pourrait le retrouver sur Ethereum, mais avec toutes les propriétés de décentralisation qui vont avec. Et comme Ethereum est pensé pour cette vision de base, tu peux avoir des nouveaux Layer 1 alternatifs qui proposent la même chose en un peu mieux, mais sans l'effet de réseau. Par contre, les Hyperliquid, les Solana, etc. pourront pas à court moyen terme suivre cette vision. Parce que ça nécessiterait de repenser totalement leur conception. Et c'est là où en fait, tu peux te dire, le next Solana, et c'est moi qui vous dis ça. Alors j'imagine que Solana aura du répondant par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai toujours préféré Solana par rapport à Ethereum vis-à-vis des performances, mais le problème des performances va être comblé sur Ethereum, et ça va vraiment arriver d'ici fin 2026-2027, je pense. Et j'espère, parce qu'on reste en crypto-monnaie, j'espère que pour une fois, ils vont tenir les deadlines et ils vont pas la repousser X fois. Donc justement à ce sujet-là, j'ai des données à vous présenter, mais avant ça, je vais répondre au chat. Pourquoi parler encore de Solana après toutes les failles des dernières années? Il n'y a pas de faille sur Solana. Solana, il n'y a pas de faille. C'est simplement que Solana ne fonctionne pas comme Ethereum. Solana n'a pas de problème à planter et à redémarrer, en fait, si nécessaire. Parce que Solana a cherché en production à pousser les performances du réseau dans ses derniers retranchements, et c'est ça qui a fait que Solana a pu se créer une identité sur ce marché. Solana a aussi poussé les gens à faire de nombreux travaux au niveau des optimisations logicielles. Je tiens à vous rappeler qu'avant, les optimisations au niveau des performances sur Ethereum, c'était vite fait. Hein. Et c'est seulement quand Solana a vraiment pris que là, on a commencé à avoir des gros travaux au niveau des clients d'exécution sur Ethereum. Je pense notamment à RETH, RustETH, qui est le client d'exécution du VC Paradigm. Et justement, par rapport à RETH, je vais avoir des données à vous présenter. Toujours pour vous parler d'Ethereum, puisque là, c'est la distribution d'Opium sur Ethereum. Au niveau des transactions sur Ethereum, on a un ATH des transactions sur Ethereum. ATH transactions, puisque justement, il y a plus d'espace dans les blocs, donc on peut caser plus de transactions dans un bloc, donc ATH. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Avant de vous distribuer un petit peu d'Opium sur Ethereum, ça va être un instant sponsor. Et donc le sponsor du jour, le partenaire du jour, c'est Fiamma. Je vous en ai parlé succinctement dans la masterclass, mais je vais vous en parler plus en détail. Donc Fiamma, qu'est-ce que c'est? Donc Fiamma, c'est une techno, un bridge qui utilise la techno BitVM2. Donc BitVM, c'est quoi? C'est une technologie qui utilise les ZK sur Bitcoin pour pouvoir permettre à Bitcoin
d'avoir un peu plus de programmabilité par rapport à ce qui était proposé par défaut. On avait eu la première itération de BitVM qui demandait énormément de transactions et qui coûtait assez cher à être exécutée sur Bitcoin. BitVM 2 ne demande que 3 transactions en utilisant le standard des adresses Taproot. Et donc, en fait, ce que vient faire Fiamma, c'est proposer un bridge de Bitcoin à la DeFi, donc à d'autres blockchains, en minimisant la confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le problème qu'on avait jusqu'à présent avec la DeFi sur Bitcoin, c'est que quand tu regardes un peu les produits qui ont bien marché sur Bitcoin, comme le Wrap BTC, en fait, à chaque fois, tu t'en remets à confier des BTC à une entreprise centralisée qui vient créer un token wrappé sur une autre blockchain. Et donc, si cette entreprise se fait pirater ou se fait liquider ou part avec la caisse, tu l'as dans l'os. C'était arrivé notamment avec les WBTC qui étaient sur Phantom via Multichain. Quand Multichain s'est cassé avec la caisse, les WBTC ne valaient plus rien. J'ai quelqu'un dans mon entourage avec qui c'est arrivé, donc je suis particulièrement touché par cette histoire. Donc on va prendre un exemple. Si tu prends les plus gros piratages de l'écosystème crypto, je ne parle pas des plus gros Ponzi comme OneCoin, mais vraiment des plus gros piratages, c'est à chaque fois des problèmes liés à des multisigs. Donc soit ça a été parce qu'un hacker a hacké le multisig, soit c'est quelqu'un qui s'est barré avec la caisse. Dans le cas de Multichain, c'est visiblement le CEO qui s'est barré avec la caisse, même si on n'a pas trop d'infos, c'est toujours en cours. Dans le cas de Ronin, etc., en fait, tu as un hacker qui a réussi à récupérer différentes clés du multisig pour pirater les fonds. Donc je fais un rappel. Qu'est-ce que c'est un multisig pour multisignature? Eh bien, c'est un standard où tu vas, pour pouvoir effectuer une transaction, nécessiter plusieurs signatures. Quand vous utilisez les crypto-monnaies, vous utilisez ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Donc vous avez une clé maître. À partir de cette clé maître, vous allez avoir des clés privées. Et à partir de vos clés privées, vous allez avoir des clés publiques. Voilà, c'est vulgairement expliqué, mais en gros, c'est comme ça. Et donc, quand vous voulez dépenser vos bitcoins, vos Solana, vos Ethereum, en fait, vous signez une transaction avec votre clé privée. Dans le cas d'une multisig, eh bien, pour pouvoir faire le transfert, vous allez devoir nécessiter plusieurs signatures. Comme il y a plusieurs signatures, il y a plus de complexité, ça nécessite de payer un peu plus de frais, mais bon, je m'égare. Et donc, dans le cas des piratages, ce que font les hackers, c'est qu'ils regardent, en fait, le wallet multisignature, combien il nécessite de signatures. Par exemple, il en nécessite au moins 5 sur 9. Et ensuite, il va essayer de récupérer les signatures nécessaires pour pouvoir détourner les fonds. Et on a eu beaucoup de piratage comme ça, parce que justement, c'est toujours géré uniquement par des multisignatures d'un organisme centralisé. Et ce que vient changer Fiamma, avec justement cette fameuse confiance minimisée, c'est qu'ils utilisent un standard qu'ils appellent ISA. En fait, quand tu vas utiliser Fiamma, quand tu vas bridger tes bitcoins pour les mettre sur une autre blockchain, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une espèce de contrat entre toi et le communauté multisignature. C'est-à-dire que si par exemple, moi, Capet, je veux bridger un bitcoin de Fiamma à Ethereum ou à Aptos ou à C ou à Base, peu importe, pour pouvoir bridger, je vais faire une transaction complexe au travers de BitVM2. Je vais faire un espèce de contrat qui dit que pour pouvoir dépenser à nouveau ces fonds, c'est-à-dire si je veux rapatrier les fonds par exemple sur le réseau Bitcoin ou si je veux les faire circuler ailleurs, il faut que je signe et que le comité centralisé signe. Donc, au lieu d'avoir tous les bitcoins qui sont accumulés dans une espèce de trésorerie centralisée, en fait, on va avoir des environnements isolés pour chaque utilisateur. Chaque utilisateur aura sa signature plus celle du comité. Donc, si tout le comité se fait pirater, eh ben, c'est pas grave parce qu'il nécessitera quand même la signature de l'utilisateur. Voilà. Et si l'utilisateur se fait pirater, eh ben, c'est pas grave parce qu'il faudra normalement la signature du comité. Mais on va éviter de se faire pirater en tant qu'utilisateur. Donc juste, je remets ma petite musique, ça me motive. Donc voilà, ils viennent de lancer du coup leur bridge public que vous pouvez retrouver ici. Donc le concept est assez simple, hein. Vous avez le lien dans le chat, vous avez le lien dans la description, si jamais ça vous intéresse. En gros, c'est une campagne incitative. Tout simplement, allez sur le bridge, donc n'hésitez pas à passer par mon lien. Déjà, ça me soutient. Et en plus de ça, vous avez un bonus en passant par mon lien, 2 points, parce que c'est un système de points classico, où vous allez simplement connecter un wallet, Bitcoin, et ensuite vous allez connecter un wallet de sortie, donc soit un wallet Aptos, soit un wallet EVM. Ensuite, vous allez définir le montant à bridger, donc le minimum c'est 0,01 BTC, 0,01 BTC, donc ça fait à peu près 100 € en BTC. C'est dommage qu'il n'y ait pas des valeurs plus petites, j'aurais aimé que la barrière à l'entrée soit un petit peu plus accessible, mais malheureusement, il n'y a pas. Voilà. Et donc ensuite, vous allez bridger. Donc il y a plusieurs wallets compatibles. Moi, je vous invite à utiliser le wallet Xverse, qui fonctionne très bien. Si jamais vous avez le moindre problème en passant par un ledger, n'hésitez pas à transvaser
le temps de cette opération d'une adresse qui est protégée par un ledger à une adresse native qui n'est pas protégée par ledger. Ça évite les bugs. Moi, j'ai essayé de le faire avec un ledger, ça n'a pas marché, j'ai remonté le problème. C'est peut-être dépendant du wallet, voilà, mais j'ai juste voulu que ça fonctionne. Donc, je suis passé par une adresse native. Et donc, après, il faut 3 confirmations, c'est-à-dire 30 minutes pour pouvoir bridger les fonds. Et ça va arriver sur votre adresse de destination. Donc, moi, j'ai choisi Aptos, pour le coup, au travers du wallet Petra. Voilà, pour la simple et bonne raison que dans le cadre de cette campagne incitative, vous avez en fait un bonus si jamais vous bridgez et qu'ensuite vous le mettez en DeFi sur Aptos. Donc, j'ai voulu faire mon essai sur Aptos. Vous pouvez bien entendu le faire sur pas mal de chaînes différentes. Il y a du Plume, il y a du Base, il y a du Polygon, du BSC, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Donc, la campagne incitative, elle est assez simple, hein. Soit vous faites de la DeFi, vous croquez là les points, soit simplement vous faites un bridge et vous holdez ça suffisamment de temps. Et plus vous holdez ça longtemps, et plus vous accumulez de points. Malheureusement, si vous faites un bridge et qu'ensuite vous rapatriez les fonds sur le réseau Bitcoin, très rapidement, vous n'accumulez quasiment aucun point. Voilà. Donc vous avez plutôt intérêt à bridger et attendre le temps d'avoir des nouvelles. Donc on a peu d'informations sur l'utilité du token Mama, que ce soit son supply, son utilité, ce que ça va donner. Donc voilà, si vous avez des petites miettes de Bitcoin que vous voulez tester, vous pouvez tester. Je vous incite pas nécessairement à le faire. Moi, le but, c'était surtout de vous en parler d'un point de vue fondamental. Pour ce qui est d'Ethereum, on a donc la conférence Frontière de Paradigme qui s'est passée très récemment, le 6, 7 et 8 août. Donc, ça se passe tous les ans en août, cette conférence. Et donc, c'est une conférence qui s'adresse principalement à des profils techniques. Je me suis amusé à survoler les conférences et finalement, il n'y a que le D numéro 3, il n'y a que le jour numéro 3 qui m'a intéressé, puisque c'était là où il y avait les sujets les plus techniques infra. Et donc, je vais vous faire un résumé en fait de cette conférence sur Ethereum. Donc déjà, ce qu'il y a de hyper intéressant, c'est que en l'espace de seulement un an, le client d'exécution Rust ETH a multiplié par 5 ses performances. C'est ce qu'on peut voir ici. C'est ce qu'on appelle le gas throughput. Voilà. Ça, en seulement un an. Ça veut dire que déjà, ça profite au roll-up, mais ça peut aussi profiter au Layer 1 Ethereum, si jamais il y a des validateurs qui utilisent ce client d'exécution. Mais ça profite quand même principalement au Layer 2 pour le moment. En fait, qu'est-ce que c'est la grosse nouveauté à la base de ce client d'exécution Rust ETH? C'est que déjà, il est en Rust, donc c'est un langage de programmation qui est extrêmement performant, avec des outils qui permettent de faciliter le monitoring aussi pour les optimisations. Et eux, ils ont rajouté en fait de la parallélisation. Donc voilà, quand je vous disais que ça facilite le profiling pour l'optimisation, tu as un outil qui s'appelle Samply Profiler, où en fait tu peux voir le temps d'exécution de ton code, et donc tu peux voir au moment de l'exécution de ton code où est-ce qu'il y a un bottleneck, où est-ce qu'il y a des zones de lenteur. Et donc ensuite tu optimises ton code ou tu retravailles ton code pour pouvoir optimiser tout ça. C'est pour ça qu'ils ont réussi à être extrêmement performants, et c'est ce que fait Solana également sur son client d'exécution Agave, Jito, FireDancer aussi. C'est pour ça que l'avenir en crypto se fait beaucoup sur le langage de programmation Rust. Voilà. Donc grâce à cette optimisation, ça nous laisse, Yo Spockmaster, ça nous laisse sous-entendre qu'on va avoir aussi des blocs qui vont être beaucoup plus réactifs. Laissez-moi enlever ma cam le temps de l'explication. Vous voyez, ça c'était en 2024, donc c'était déjà des blocs qui étaient vachement rapides, hein, où tu voyais que tu avais la majeure partie de ton exécution de ton bloc qui se faisait sur un seul thread de ton processeur et que tu avais uniquement le calcul qui se faisait sur les autres threads de ton processeur. Donc, juste pour vulgariser vulgairement, sur un processeur d'un ordinateur, tu as différents cœurs, c'est ce qu'on appelle des threads du coup. C'est très compliqué d'optimiser ton code de sorte à répartir les calculs entre les threads parce que souvent quand tu répartis ton calcul sur plusieurs threads, ça peut augmenter la latence et la complexité de ton code. Donc au début, il y avait très peu de parallélisation des calculs au niveau des threads, mais aujourd'hui, eh bien, tu as une parallélisation qui est très claire au niveau des tâches, tu vois. Donc tout peut se faire en même temps au lieu de se faire les uns à la suite des autres, ce qui fait du coup que ça permet de réduire largement le temps de création d'un bloc. Donc je serais pas surpris de voir à l'avenir des roll-ups sur Ethereum avec un block time de 40 millisecondes ou 80 millisecondes comme affiché ici. Alors qu'actuellement, on a, je crois, du 200 millisecondes sur Unichain et Base. Et donc, si on arrive à avoir ça, bah, ça va profiter naturellement à Mega ETH, ça va profiter à Base, à Unichain, etc. Et en fait, Solana va perdre un petit peu de son exclusivité aussi au niveau de la latence, hein, j'ai envie de dire. Donc, très intéressant à surveiller. Voilà. Je pense qu'on va avoir plus de documentation à ce sujet-là bientôt. Ensuite, toujours dans cette conférence, tu as un des membres de Succinct qui nous explique ce que c'est que le real-time proving. Pour faire très court, le real-time proving, c'est de pouvoir prouver, dans le cas de Ethereum, en moins de 12 secondes,
que l'exécution d'une tâche, de l'exécution d'un programme a été fait correctement. Et ce qui est intéressant dans cette conférence, donc vous ne le verrez pas très très bien, c'est qu'en l'espace de 2 ans, on est passé d'un proving qui durait à peu près plusieurs minutes à un proving qui dure moins de 12 secondes dans 93% des cas. Et de ce qu'il expliquait, dans les mois qui vont arriver, on va être bien en dessous des 12 secondes et probablement que d'ici un an, on aura peut-être même du real-time proving qui va durer moins de 1 seconde. Ça veut dire que théoriquement, on pourrait avoir sur Ethereum des blocs de moins d'une seconde. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai changement de paradigme qui se fait grâce à la technologie ZK. Et c'est pour ça aussi que Succinct est en train de se mettre dans une espèce de position dominante, parce que même si c'est un marché qui est extra concurrentiel au niveau des ZK, je pense à Starknet, je pense à Scroll, etc., Succinct, ça devient un petit peu le cœur, merde, le token s'éprouve, ça devient un petit peu le cœur de l'écosystème parce qu'il bosse avec les plus gros et c'est en train d'être pricé. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des blocs de 1 seconde? Bah, ça permet en fait d'avoir le sentiment qu'Ethereum est quasiment instantané. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est vachement cool, tu vois. Encore une fois, merci beaucoup à Fiamma d'avoir sponsorisé cette émission, de m'avoir permis de m'intéresser un peu plus à la BTCFi. Je continuerai de le faire, pas que au travers de Fiamma, mais c'était une première introduction. Donc voilà, si vous voulez tester le produit, vous avez en description le lien de l'article, vous avez le lien vers le bridge si vous voulez tester, voilà, pour faire travailler un petit peu vos BTC. La rediffusion sera bien entendu sur la chaîne YouTube Capet Crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et c'était encore une fois un plaisir de vous retrouver pour cette émission qui était très dense en fondamentaux. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit like, partagez-la autour de vous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.